merci. On va donc commencer avec Charlotte Arnal pour Humanisma sur la question de la constitutionnalisation de la protection animale. Merci Melvin, bonjour. Je vais passer les slides. Ok. Voilà. Donc c'est la première fois que je viens à une rencontre CAP parce que j'habite en Provence. Je suis là pour vous parler de cette grande idée de constitutionnaliser la protection animale, autrement dit faire rentrer l'animal dans la Constitution par le biais d'un article dédié. Avant de commencer, déjà merci pour cette invitation. C'est la première fois, je crois, que je monte vraiment à la tribune pour en parler, même si j'en ai déjà beaucoup parlé en individuel. Je crois que c'est la première fois que je fais une présentation sur la question, donc merci d'avoir rendu ça possible. Avant d'aborder les aspects techniques, j'aimerais juste vous parler de ce qui m'a conduit à m'intéresser au sujet, puisque je ne suis pas issue du monde associatif, ni issue du monde juridique. Je suis une entrepreneuse sociale à la base. Il y a deux choses dans mon parcours qui m'ont finalement conduite à me poser la question du droit. La première, c'est que je suis née à Nîmes, dans une ville taurine, un fief de la tauromachie. Et déjà à l'époque, je ne comprenais pas comment cette pratique et ce divertissement pouvaient être légaux. J'étais quand même très jeune à ce moment-là. Le deuxième événement qui m'a conduit à m'intéresser au droit, c'est la question de l'expérimentation animale. Je suis rentrée en fac de sciences parce que j'aimais les animaux et j'en suis sortie pour la même raison. Parce que toutes les semaines, en licence, en troisième année, je devais rentrer dans une salle où m'attendait un rat sur une planche de contention, sur le dos, attaché. Et pendant 2 heures, je devais faire des expériences sur lui. Et c'était très très dur pour moi. À la fin de cette session, on prenait l'animal, on le saignait dans l'évier et on le jetait dans un sac poubelle. Et on appelait ça les sciences de la vie. J'ai donc arrêté cette formation pour me consacrer à des études de commerce et de marketing, convaincue que la communication était un levier important dans les transformations et dans les changements. Et donc c'est pour ça que j'ai créé une agence autour de ces questions sociétales. Il y a 3 ans, j'ai quitté mes fonctions pour passer un diplôme universitaire en droit animalier. Et je suis rentrée dans cette formation avec la question suivante. Comment se fait-il que malgré toutes les lois qui existent pour protéger les animaux, on ait chaque jour des exactions pareilles sur eux? J'avais besoin de comprendre ce qui se jouait à cet endroit-là. Et je suis ressortie de cette formation avec une réponse. C'est celle-ci, que le respect de l'animal doit devenir un principe supérieur. Parce qu'on peut écrire toutes les lois du monde, elles devront toujours se courber devant les libertés fondamentales humaines qui sont inscrites dans notre Constitution. Le droit de culte, le droit d'entreprendre, le droit scientifique, la liberté culturelle. Toutes ces libertés sont constitutionnelles et donc elles sont elles aussi des principes supérieurs. Voilà pourquoi, malgré nos lois anti-cruauté, des pratiques comme la corrida perdurent, des pratiques comme le lavage des canards perdurent, alors qu'il est interdit partout, sauf là où il est déjà pratiqué. Voilà pourquoi l'abattage rituel perdure, au nom de la liberté de culte, alors que les pratiques de mise à mort sont encadrées. Et c'est la même chose pour les chasses traditionnelles. Le respect de l'animal doit donc pour moi devenir un principe supérieur pour donner un fondement à la limitation des droits fondamentaux. Et ce n'est plus une question de droit, c'est une question de justice. Et c'est bien différent. À la sortie de ce diplôme universitaire, j'ai donc eu envie de marcher mes questions et de faire rayonner aussi cette idée. Donc j'ai fait une marche que j'ai appelée la marche des animaux. Et l'idée, c'était de partir pendant 1 an jusqu'à l'Assemblée nationale pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont au contact des animaux sur le terrain, du monde politique, du monde universitaire, des vétérinaires, des agriculteurs, des chasseurs,
pour à la fois mieux comprendre le sujet et tester aussi la viabilité de cette question sur le terrain. Est-ce que les gens étaient prêts à accepter cette proposition et ce changement? 6 mois après mon départ, le Covid est arrivé, je suis donc rentrée chez moi, je n'ai pas pu finir cette marche, mais j'ai quand même, on va dire, écrit les grands principes de cette question dans un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle Émancipation animale. Et j'ai continué le travail avec CAP. C'est d'ailleurs pour ça que la constitutionnalisation a fait l'objet d'une des 20 propositions soumises aux candidats à la présidentielle ainsi qu'aux législatives dans le cadre de la campagne Objectifs Animaux 2022. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout comme sur le terrain, quand j'ai marché, cette proposition qui a été soumise aux associations à ce moment-là n'a pas du tout fait débat. Elle a été très très vite acceptée. Et c'est ça que je trouve assez fort dans cette idée, c'est qu'elle est très fédératrice. Ah, ça c'est moi qui marche. C'est que c'est une proposition qui est très fédératrice. Finalement, si demain le respect de l'animal devient un principe supérieur, aucun tribunal ne sera plus censé l'ignorer. Et toutes les associations pourront s'en saisir. J'ai également réalisé que, en tout cas pendant cette campagne présidentielle, que c'était assez intéressant d'utiliser cette idée pour contourner les sujets clivants. J'en ai parlé tout à l'heure, la chasse, la corrida, certaines pratiques traditionnelles, où finalement on va, électoralement parlant, peut-être être un petit peu en difficulté, et d'ailleurs certains n'ont pas encore pris position sur ces sujets. Finalement, si on passe par la constitutionnalisation, on travaille sur ces sujets de manière indirecte et on laisse le juge, on laisse les tribunaux à leurs arbitrages. De fait, on peut rencontrer moins de résistance, même au niveau des lobbies, au niveau des filières, parce qu'on n'est plus contre une pratique, on est pour un principe. Et ça fait vraiment toute la différence. De plus, ce sujet semble pour l'instant un petit peu sous le radar aussi des lobbies, un petit peu comme l'article 515-14 sur la sensibilité de l'animal qui a pu finalement passer assez facilement. Donc, il me semble que c'est une proposition qui est de ce point de vue-là assez stratégique. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que 9 pays, dont 5 Européens, ont déjà intégré l'animal dans leur texte fondateur. La Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, récemment l'Italie, le Brésil, la Russie, et l'Égypte et l'Inde. Alors cet argument est à double tranchant, puisque vous allez me dire évidemment, on ne peut pas dire que la Russie ou l'Inde soient des modèles en matière de bien-être animal, et vous auriez raison. C'est pour ça qu'il faut comprendre en fait la question des effets de cet article dans le texte. Même si on a des effets immédiats, les effets seraient plutôt à moyen ou à long terme, à la faveur de l'évolution des mœurs et de la société. En fait, ce qui pour moi est fondamental, c'est cette idée que la justice puisse écrire son histoire. En droit, on a l'habitude de dire que ce ne sont pas les lois qui font la société, mais que c'est la société qui induit les lois. Et donc c'est cette idée de libre interprétation du juge. Finalement, l'histoire s'écrirait dans les tribunaux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un beau moyen de laisser la justice faire son travail. On a quand même des effets court terme qui existent. On l'a vu en 2016 au Brésil, le rodéo est devenu inconstitutionnel. Donc ça pourrait également s'appliquer immédiatement ici en France, pour la corrida par exemple. Il y a d'autres effets qui peuvent être évidemment attendus, des sanctions plus importantes, puisque ça devient un principe supérieur, une homogénéité de la protection, y compris pour les animaux sauvages, et la question de l'objection de conscience, qui est aussi très intéressant pour faire évoluer les pratiques scientifiques.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un principe qui est communément adopté par l'ensemble de la société, on peut faire valoir ce droit à l'objection de conscience et donc dire non, je refuse de faire cette expérience sur cet animal, par exemple. Pour produire des effets forts, il y a également un élément qui est déterminant, c'est la question de la formulation. Il faut donc être ambitieux dans cette formulation. Il faut reconnaître la sentience des animaux, leur droit au bien-être et à ne pas souffrir. Ce que vous voyez écrit là, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est Olivier Lebeau, qui est spécialiste de la question en France, à l'échelle de l'Union européenne, et qui a beaucoup travaillé sur la question constitutionnelle, au travers notamment d'une étude de droit comparé. Il a pris tous les pays et il a regardé comment et pourquoi ils ont été amenés à avoir intégré un article dans leur constitution. Et il a également étudié l'ensemble des formulations et leur portée. Et voici sa proposition. Les animaux étant des êtres vivants et sensibles, leur vie et leur bien-être doivent être respectés. Rappelons au passage que la mesure aurait un coût nul pour l'État et donc pour le contribuable. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Emmanuel Macron annonce qu'il ne renoncera pas à la réforme constitutionnelle qu'il avait déjà initiée en 2017. Notre objectif est donc de mobiliser la sphère politique pour faire mettre ce projet de révision à l'ordre du jour. De mon côté, j'opère seule. Je défends moins un projet qu'une idée. Et j'ai un site internet qui permet de rassembler tous les éléments et les argumentaires sur cette question, qui a également un nombre de soutiens d'influence, universitaires, politiques ou des personnalités plus médiatiques. Donc réseau que je vais continuer à densifier. Et une tribune d'universitaires du droit devrait voir le jour à la rentrée. Les raisons d'y croire, et ça c'est le dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est le potentiel de mobilisation du public. Parce qu'en fait, tous les Français connaissent les textes. Un sondage de 2018 nous dit qu'ils sont plus de 77% à souhaiter une modification constitutionnelle dans ce sens. Donc au-delà de la portée technique, je me relie à la portée symbolique de cette proposition, car je crois que la force du symbole, parfois, peut déplacer des montagnes. Merci de m'avoir écouté.